L'invisibilité convenait à Raina Jefferson. Depuis 8 ans, elle nettoyait les sols du siège parisien de Delaunay Technologies, tandis qu'Emilien Delaunay, le PDG milliardaire, bâtissait un empire prêt à dominer l'IA mondiale. Lorsqu'un interprète japonais s'effondra pendant des négociations cruciales avec le conglomérat Kurohata, Raina, la vieille femme de ménage que tout le monde ignorait, stupéfia la salle entière en s'exprimant dans un japonais nuancé, précis. Le soulagement d'Emilien se transforma rapidement en méfiance. Voyant cette sauveteuse inattendue naviguer avec une aisance déconcertante parmi les subtilités culturelles qui menaçaient son marché à 1 000 milliards d'euros. Il ne pouvait pas savoir que les dons linguistiques de Raina n'avaient rien de fortuit. Elle était la veuve de Hiroshi Tanaka, chercheur de génie dont les algorithmes volés alimentaient désormais les programmes militaires de Delaunay. Sa mort, qualifiée d'accidentelle, n'avait jamais été sérieusement examinée. Après des années d'attente patiente, Raina s'était enfin glissée au cœur du monde d'Emilien, prête à exposer la vérité sur la disparition de son mari et sur cette technologie dangereuse qui menaçait l'humanité tout entière. Le soleil matinal filtrait à travers les immenses baies vitrées du siège, projetant de longues ombres sur le marbre poli. Emilien Delaunay ajusta la manche de son costume biomécanique en se regardant dans la vitre. À 61 ans, il était l'un des hommes les plus puissants du monde, sa fortune dépassant les 200 milliards d'euros. Son visage avait fait la couverture de Capital, Forbes et même du Figaro Économie. 10 minutes avant l'arrivée de la délégation japonaise. « Monsieur Delaunay », dit Claire Moreau, sa chef de cabinet, la voix tendue par la pression. Émilie ne tourna même pas la tête. Les projections sont toujours favorables. Si la fusion se conclut, nous contrôlerons près de 70% de l'infrastructure IA mondiale. Mais la Commission européenne surveille de près, sans parler de Pékin et Washington. Emilien eut un petit sourire cynique. Qu'ils surveillent. Quand ils se décideront à agir, il sera trop tard. 3 étages plus bas, Raina avançait lentement avec son chariot, lavant soigneusement les lavabos immaculés réservés aux cadres. À 73 ans, son dos commençait à la faire souffrir, mais elle conservait la dignité d'une reine dans ses gestes mesurés. Son uniforme gris, bordé de bleu, portait discrètement le logo de Delaunay, la confondant avec le décor. « Grosse journée, hein ?» lança Alain, un agent de sécurité, en passant. Les Japonais débarquent. Delaunay est sur le point de devenir l'empereur du monde s'il arrive à signer ça. Raina hocha la tête avec un léger sourire. Plus de saleté à nettoyer, dans tous les sens du terme. Ce qu'Alain ignorait, ce que personne ici ne savait, c'est que Raina avait autrefois arpenté les couloirs de l'université de Kyoto en tant que professeur invité, parlant 4 langues couramment, le japonais étant sa spécialité. 12 ans passés au Japon, mariée à Hiroshi Tanaka, avant qu'un accident de bateau ne la renvoie seule en France, le cœur brisé et la voix éteinte. Quand l'ascenseur s'ouvrit au 37e étage, Raina poussa son chariot dans l'agitation électrique des suites exécutives. On ne voyait pas sa tête courbée. Personne ne prêtait attention à ses gestes silencieux. « Ils sont là », annonça quelqu'un, et la tension grimpa d'un cran. 7 hommes et 3 femmes japonais pénétrèrent comme une vague parfaitement orchestrée. Au centre, Masato Kusanagi, PDG du groupe Kurohata, cheveux d'un gris d'acier, regard aiguisé comme un sabre ancien. Emilien s'avança, un sourire professionnel plaqué sur les lèvres. « Monsieur Kusanagi, bienvenue à Paris et chez Delaunay Technologies. » Kusanagi inclina légèrement la tête, répondit en japonais. L'interprète, un certain Didier Dupuis, traduisit avec application. « Monsieur Kusanagi vous remercie de votre hospitalité et se réjouit d'une discussion fructueuse. » Mais Emilien comprit aussitôt que c'était un coup stratégique. Kusanagi avait toujours parlé en anglais lors des visioconférences. Choisir son japonais natal à cet instant précis, c'était affirmer son terrain. Dans la salle de réunion, les premières politesses furent échangées. Kusanagi usait de métaphores culturelles que Dupuis peinait à traduire. Emilien crispait la mâchoire, voyant les nuances se perdre. 30 minutes plus tard, Dupuis se figea soudain, porta la main à sa poitrine et s'effondra. « Didier !» cria Emilien en bondissant. Un agent de sécurité tenta un massage cardiaque. Claire appelait déjà les urgences. « Infarctus !» souffla l'agent.
Quelques minutes après, les ambulanciers emportaient l'interprète, laissant Émilien blême, transpirant. « Trouve-moi un traducteur tout de suite, » ordonna-t-il à Claire, la voix dure. « Maintenant. » Claire sortit précipitamment, le portable rivé à l'oreille. Reina, qui avait tout entendu depuis la pièce voisine, sentit quelque chose de longuement contenu se réveiller en elle. Sa main ridée serra la poignée de son chariot, puis elle s'avança vers Claire. « Excusez-moi, » dit-elle d'une voix douce. « Pas maintenant, Madame Jefferson. Je parle japonais couramment. J'ai enseigné à Kyoto. » Claire la fixa enfin, l'incrédulité laissant place à un espoir affolé. « Restez ici. » Quelques instants plus tard, Émilien sortait, le regard brûlant de méfiance en voyant cette vieille femme courbée. « Vous parlez vraiment japonais? »« Oui, monsieur. Montrez-moi. » Reina redressa un peu ses épaules voûtées. « Notoriwa moi ni kaide. » Sa prononciation était d'une élégance cristalline. Émilien ne comprit pas, mais sut qu'il ne pouvait pas se permettre d'hésiter. « Très bien. Changez-vous. Claire, trouvez-lui un tailleur convenable. » 20 minutes plus tard, Reina entrait dans la salle de conférence, vêtue d'un ensemble bleu marine trop large. Kusanagi haussa un sourcil, intrigué. Lorsqu'il parla, ses phrases étaient d'une complexité calculée. Reina traduisit sans effort, captant l'esprit plus encore que les mots. Peu à peu, la tension se dissipa. Kusanagi sourit même. Après 2 heures, il se leva et dit, par son intermédiaire, « Je souhaite poursuivre ces échanges ce soir, en privé. Vous, moi, et votre remarquable interprète. » Émilien masqua à peine son triomphe. Le lendemain, les médias s'enflammèrent. Une femme de ménage sauve un contrat à 1 milliard. On voyait la photo de Reina à côté de celle d'Émilien. Dans son bureau, Delaunay fulminait. C'est un désastre d'image. Les RP suggèrent de la présenter comme un joyau déniché grâce à notre politique d'ascenseur social, proposa Claire. Parfait, tant qu'elle retourne laver les toilettes après. Les jours passèrent. Reina devint traductrice attitrée, mais son badge indiquait toujours « consultante linguistique temporaire ». Ses cheveux blancs rassemblés en chignon, elle avançait dans les couloirs avec une lenteur digne. Pendant les pauses, Eva Lambert, une jeune assistante, venait s'asseoir dans son petit bureau provisoire. « Vous ne vous sentez jamais humilié, après tout ce qu'il vous fait subir ?» demanda un jour Eva. « La dignité ne dépend pas du regard des autres, mais de ce qu'on garde à l'intérieur. » Eva baissa les yeux, émue. Pendant ce temps, Émilien lançait des vérifications. « Fouillez-moi son passé. » Tout. Un matin, alors qu'elle traduisait un passage juridique complexe, un faux employé de RH l'interrogea sur d'anciens postes. « Vous avez travaillé à l'Institut Miyako ?»« Non, à la Sorbonne, puis à Kyoto. » Il blêmit. « Votre badge est faux, votre accent trahit la Picardie. Pas Paris, dit-elle calmement. » L'homme disparut. Reina envoya discrètement sa photo à un contact japonais. Travail d'amateur, concurrent maladroit. Kusanagi observa tout cela attentivement. Un soir, après un dîner stratégique, il s'approcha d'elle. « Iwangari no ku kiwa kienu » un haïku codé. Reina répondit sans hésiter, signant son appartenance à un vieux réseau d'opposants à l'IA militarisé. À Tokyo, des dossiers classés Opération Murmure refirent surface. On y parlait de Hiroshi et de contre-espionnage technologique. Lorsque Reina découvrit un mémo interne trahissant la volonté de Delaunay de s'emparer secrètement des algorithmes Koata, elle sut qu'il était temps. Le document, à l'entête froidement officielle, décrivait sans ambiguïté une stratégie visant à contourner les accords éthiques internationaux pour obtenir le contrôle exclusif de ces programmes, capables de modéliser les comportements humains à un niveau terrifiant. Elle resta longtemps assise, le papier entre les mains, les doigts légèrement tremblants. Non pas de peur, mais d'une colère glaciale qui montait en elle comme une marée inexorable. Avec l'aide d'Eva, qui avait mis la main sur des preuves terribles, usage illégal d'IA pour surveiller des minorités et des dissidents, collecte clandestine de données biométriques, manipulation d'opinion publique orchestrée depuis l'ombre, le puzzle prenait soudain une forme sinistre et complète. Ensemble, elles passèrent des nuits entières à recouper les fichiers, à sécuriser des copies dans des serveurs chiffrés, à prévoir chaque contre-mesure possible, conscientes qu'un seul faux pas les exposerait à des représailles d'une violence inimaginable. Alors, après un dernier regard vers Eva qui acquiesça en silence, Reina prépara son coup final.
les négociations culminèrent dans une cérémonie du thé organisée par Kusanagi pour cimenter la confiance. Raina exécuta un petit geste traditionnel qui, dans ce contexte, signifiait publiquement que l'invité, Delaunay, n'était pas digne du partage. Les Japonais tressaillirent. Émilien but son thé, inconscient d'avoir été humilié devant le monde. Peu après, Eva, désormais employée par Kurohata, remit à Raina une clé USB, preuve de manipulations électorales et de contrats militaires secrets signés par Émilien. Plus tard, à la tribune de l'ONU, Raina parla en français, japonais, arabe et anglais, semant dans ses phrases des déclencheurs linguistiques conçus par Hiroshi pour neutraliser les IA corrompus. Sur les écrans du monde entier, les faux contenus générés par les systèmes de Delaunay se mirent à bugger, révélant leur trucage. Le réseau mondial de désinformation s'écroula sous les yeux des journalistes. Émilien, tentant d'activer son kill switch, vit s'afficher « Autorité reconnue, Tanaka R ». Son système lui échappait. 3 mois plus tard, Raina, depuis un banc sous les cerisiers de Kyoto, observait les pétales rosés tomber comme une pluie silencieuse, couvrant ses genoux et les cheveux noirs lustrés d'une fillette japonaise assise à ses côtés. La petite tenait sa main d'une poigne timide, ses doigts fins et chauds serrés autour de ceux de la vieille femme, comme si elle craignait qu'un simple souffle de vent les sépare. Elle leva alors vers Raina ses grands yeux sombres, brillants d'une intensité nouvelle, et dit d'une voix douce mais ferme « Je veux parler la vérité, comme vous. » Raina sentit son cœur se serrer, puis se dilater d'une gratitude profonde qu'elle n'aurait su exprimer. Ses rides, tracées par des années de lutte, de perte, mais aussi d'espoir, semblèrent s'adoucir, tandis qu'un sourire, léger et pourtant infini, éclairait son visage. Elle pressa un peu plus la main de l'enfant et répondit avec tendresse « Alors parle, et le monde écoutera. » Leurs regards restèrent liés un instant, comme si un secret ancien et sacré venait de passer entre elles, tissant un fil invisible qui traversait les continents, les langues et les générations. Autour d'elle, le parc vibrait d'une quiétude particulière. Le murmure d'un ruisseau tout proche, les rires lointains de visiteurs admirant les cerisiers en fleurs, et le soupir du vent caressant les branches lourdes de pétales formaient une symphonie délicate, presque irréelle. Ainsi s'achevait le combat d'une vieille femme pour l'âme même de l'humanité, non par la force, mais par la puissance tranquille des mots et la promesse que la vérité trouve toujours son chemin.